Donc l'idée, c'est que vous puissiez un peu nous présenter différentes expériences. On va commencer par l'ARCEA. Alors je ne sais pas qui commence. C'est Émilie Boutin, donc, qui est responsabilité chef de service d'accompagnement et de prévention socio-judiciaire. Et donc vous allez nous parler d'une expérimentation, enfin pas d'une expérimentation, de la mise en place d'un service d'unité de psychologie légale, c'est ça, au sein de l'ARCEA. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire, la genèse de la création de ce nouveau dispositif qui a été créé, c'est tout nouveau, cette année en 2021. Donc le projet émerge en 2019, fin 2019, avec Gaëlle Caro qui est ici présente et Céline Selem aussi présente ici, qui sont deux psychologues qui travaillent au sein du service socio-judiciaire. Et Céline a travaillé avec le docteur Coutenceau quand elle était en Île-de-France. Et donc force de effectivement cette expérience, de leur intérêt sur la question des violences sexuelles et des violences conjugales, elle pense un projet. Sur ce projet qui est pensé, j'y reviendrai et elles y reviendront aussi, on élabore un diagnostic, c'est-à-dire que on fait un tour d'horizon de ce qu'il existe sur le territoire pour en direction effectivement du soin thérapeutique pour les auteurs de violences sexuelles et les auteurs de violences conjugales en pré-sententiel notamment surtout et plusieurs constats émergent qui vont du coup se décliner en besoins. Premier constat, pour le droit commun et les CMP, des listes d'attente qui, pour nous, les CJ à Toulouse, on est sur du 5 mois en moyenne sur les contrôles judiciaires socio-éducatifs. Donc, du coup, quand il y a 4 mois d'attente pour les CMP, une prise en charge compliquée sur la durée du CJ. Autre constat, autre difficulté, des praticiens, des thérapeutes qui ne veulent pas travailler dans le cadre d'obligations de soins, qui ou alors ne se sentent pas du coup d'accompagner des auteurs de violences sexuelles et qui ont plutôt l'aspect victime ou voilà autre type d'accompagnement psychanalytique, etc. Donc ça engendre encore une autre difficulté, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vers des thérapeutes et il y a un refus du thérapeute avec une attestation. Donc déjà on part de ces constats. On a un dispositif qui existe avec une association aussi qui existe sur le territoire, mais là aussi des délais d'attente qui sont longs, qui sont contraignants pour les personnes sous contrôle judiciaire. Donc à partir de tous ces constats, elles élaborent un projet. Et là, magie, effectivement, un peu magie, je dis ça parce que c'est vrai, on a une conjoncture qui s'ouvre à nous. Bon, il y a eu le confinement qui nous a un peu retardé, complètement retardé d'ailleurs, 2020 quand même, il faut le rappeler. Mais on a une politique locale, la métropole de Toulouse, qui s'adresse à nous pour savoir, ils sont prêts à financer un projet sur le renforcement de l'accompagnement des auteurs de violences, alors eux, que conjugales. Et oui, on a un projet effectivement qui s'adresse aux auteurs de violences sexuelles et conjugales. Et puis ce que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est que toutes les deux sont psychologues et comme l'a dit ce matin Dr Coutenceau et puis Madame Herzog, c'est qu'elles sont spécialisées en victimaux et en criminaux. Donc ça permettait cette articulation justice et soins, des orientations possibles directement en interne parce qu'un repérage du dispositif. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que on l'a aussi fait vivre au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que au moment où le projet, on a le financement, c'est possible de le monter. Comment on appelle ce dispositif? Et là, ça a donné lieu à un brainstorming avec l'équipe et le nom. Unité de psychologie légale qui est née finalement d'un consensus d'échange avec l'équipe et qui a permis cette création. Donc aujourd'hui, et je vais leur laisser la parole sur la question très concrète, ça c'était la genèse, aujourd'hui peuvent être orientées du coup des personnes dans le cadre de contrôle judiciaire, elles diront comment ça se passe l'orientation, mais aussi on présente UPL à la fin des stages de violence conjugale
et on a une plaquette où leur numéro apparaît aussi. Alors il y a aussi l'explication de ce qu'est un psychiatre, psychologue, etc. Mais UPL apparaît aussi dans cette plaquette qui est remise à la fin des stages pour qu'il puisse y avoir aussi des orientations volontaristes, entre guillemets, puisque ces personnes ont terminé le stage mais peuvent continuer sur UPL. Et je vais m'arrêter là et leur laisser la parole. Je la reprendrai à la fin. Juste avant de rentrer, j'ai peut-être loupé quelque chose dans le passage de micro, mais juste sur le financement. C'est financé comment ? Alors, le financement était exclusivement au départ par une collectivité locale, puisque c'était la métropole vraiment de Toulouse. Et là, on va chercher des financements complémentaires, c'est les perspectives. Des financements complémentaires et par le biais du CPCA, parce que je vais parler de la place que ça va prendre à l'intérieur du CPCA, avec l'ARS également, et avoir un plurifinancement pérenne. D'accord, merci. Désolé. Donc l'idée de ce dispositif tel qu'on l'a pensé avec Gaël Caro, c'est en plusieurs temps, les justiciables donc sont repérés par les contrôleurs judiciaires qui communiquent nos coordonnées et ils font la démarche, les justiciables font la démarche eux-mêmes de nous contacter pour qu'on puisse dans un premier temps leur proposer un premier rendez-vous d'évaluation qui permet à la fois une rencontre, parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de freins à aller voir un psychologue dans ce cadre-là, d'une injonction de soins. Donc le premier objectif, c'est la rencontre et une évaluation à la fois clinique de personnalité générale, effectivement, une pratique d'analyse criminologique sur les faits délictuels, prédélictuels, le vécu surmoïque par rapport à la victime. Donc commencer déjà à évaluer quelques items. Et l'intérêt, c'est de pouvoir aussi, au long cours, pouvoir faire des évaluations de l'évolution. Et pour nous, d'une manière très théorique, et surtout, et aussi pour la personne, pour qu'elle puisse constater sa propre évolution. À la suite de cette évaluation est proposée, selon certains critères d'inclusion et d'exclusion, une prise en charge groupale. Des groupes qui sont ouverts, bimensuels, qui durent 1h30, menés par 2 thérapeutes, donc Gaël et moi en l'occurrence, avec des thèmes divers qui vont vous être... Alors, on n'a pas de thème fixé, c'est-à-dire que ce n'est pas des séances préétablies. On travaille beaucoup avec ce que les personnes apportent, même si évidemment on oriente certaines choses. Oui. Donc, concernant les thèmes justement abordés de manière concrète et à titre d'exemple, ce qu'on peut travailler au sein de ces groupes, c'est qu'est-ce que la violence, par exemple, les émotions, le repérage et la gestion de leurs émotions. Par exemple, la culpabilité. On va entendre « je me sens coupable » et qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité ? Comment on s'en débarrasse ? La peur, la tristesse, la susceptibilité. On revient sur leur parcours de vie, ce qui a pu faire trauma. Donc le vécu abandonnique, par exemple, qui peut amener à la dépendance affective. On peut parler de manipulation. Alors on peut entendre que les femmes sont manipulatrices. Donc on revient sur qu'est-ce que la manipulation, pourquoi on est manipulé, pourquoi on est manipulable. Pour un retour sur eux et sur une introspection. On peut entendre que les hommes et les femmes sont différents dans leur fonctionnement. Donc on déconstruit. Il y a une déconstruction identitaire, par exemple, concernant la pulsion sexuelle, le désir des hommes, le désir des femmes. Des déconstructions générationnelles aussi, puisque certains peuvent nous dire leur peur. Ils disent aujourd'hui tout part en vrille, les valeurs changent, on n'est plus là pour les protéger. Avant on était là pour protéger les femmes, aujourd'hui on n'a plus ce rôle-là. On a parlé de la fusion, qui amène la confusion et de l'arrachement qu'il peut y avoir dans les séparations pour des couples fusionnels justement. On évoque le couple, la routine, qu'est-ce qui fait couple, comment on évite cette routine. Et puis on aborde aussi la question de leur jugement, comment ils appréhendent leur jugement, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'eux aujourd'hui, juste avant ce jugement, et un peu le parcours qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent en dire à partir de l'interpellation juste avant qu'ils soient jugés.
Ce qu'on repère, en fait, c'est qu'effectivement, il y a une identification au groupe de pairs et que souvent, ils entendent mieux ce que l'un d'eux va renvoyer plutôt que ce qu'un professionnel pourrait leur renvoyer. En termes de bilan qualitatif, lorsqu'on leur demande à quoi ils s'attendaient, alors ils disent on s'attendait à voir des hommes violents en mode féminicide. Je pensais que les gens que j'allais rencontrer n'auraient rien à voir avec moi. Et par rapport à ce qu'ils ont pu trouver dans les groupes, ils peuvent dire qu'ils se sentent moins seuls, qu'il n'y avait pas de jugement, qu'il y a eu des échanges, de la discussion, de la réflexion, de la bienveillance. On a aussi vu de l'entraide entre eux. Certains disent « je voulais savoir si j'étais fou, malheureusement c'est humain », alors qu'au niveau judiciaire c'est plus dur. Ça a changé ma vision de la violence. J'ai eu une évolution dans le rapport que j'ai à la femme. J'étais en mode machiste. J'ai compris qu'on pouvait se faire juger sans comprendre. Or, avec ce groupe de parole, je comprends mieux. J'aimerais faire une thérapie de couple. J'ai développé une sensibilité. Et puis, on a eu des jolies phrases comme « il faut de la rééducation dans l'amour ». J'ai compris que quand on fusionne, on disparaît et je n'ai plus peur d'avoir peur. Voilà, un petit peu sur ce qui est concret, sur ce qu'on peut travailler, ce qui peut en ressortir. Moi, c'est pas exhaustif, hein, mais c'était pour que ça vous parle un peu. Émilie, je te laisse conclure. Donc, on a eu le financement, l'accord du financement fin 2020. Et donc, du coup, les groupes de parole ont commencé en février de cette année. Il a fallu créer un numéro de portable, enfin avoir une ligne dédiée, créer une adresse mail, créer une plaquette d'information à direction directement des auteurs, en direction des professionnels aussi, en interne. Et donc, le bilan, ce serait un peu prétentieux, il y a des éléments qualitatifs, mais on n'est pas encore au point d'avoir beaucoup de recul. En tout cas, là, ce qu'on s'est dit, nous, sur les perspectives, là où on en était, c'est qu'il y a besoin de continuer à développer parce que il y a de plus en plus d'orientation, et c'est bien, de pouvoir développer peut-être des suivis individuels parce que là, on a axé beaucoup sur le groupe et ça paraît essentiel vu les études qui sont menées sur les travaux et sur le collectif. C'est hyper intéressant ce qui s'y passe, mais pourquoi pas aussi avoir de l'individuel. La question aussi de la famille, voilà, la question systémique qui nous paraît être une piste aussi intéressante à mener. L'identification, alors on participe la semaine prochaine à une journée qui s'appelle Justice et psychiatrie avec le parquet et beaucoup la juridiction. Donc maintenant on commence à avoir une visibilité, on a des enjeux aussi de développer les partenariats, de développer, d'aller chercher plus de financement pour développer aussi plus d'heures, voilà, pour les psychologues. Il y a un projet aussi à plus long terme, c'est de pouvoir faire de la formation, pouvoir faire bénéficier aussi au niveau local dans les écoles de travail social, etc., dans les universités, faire des interventions pour sensibiliser les futurs travailleurs sociaux, etc., de ce dispositif, de ce qu'il en ressort, de l'accompagnement effectivement au niveau thérapeutique. Et puis surtout de le renforcer et que ça devienne le module aussi soins au sein du CPCA. Donc voilà un petit peu pour les perspectives que nous avons élaborées et identifiées. Alors, plein de perspectives. Juste une petite question avant de continuer. Combien de personnes sont suivies dans cette unité? Est-ce que c'est uniquement les personnes que vous suivez au sein de l'association qui participent ensuite à ces groupes de parole, ou est-ce que c'est, j'allais dire, ouvert de manière plus large? Enfin, comment ça fonctionne concrètement? Comment les gens arrivent dans ces groupes de parole? Alors, il y a eu 41 orientations. Mais quand il y a une orientation, il y a des personnes qui viennent pas aux entretiens. Donc, en tout cas, il y a eu 41 orientations, 29 entretiens individuels depuis février. Il y a eu 16 séances collectives, puisque c'est tous les 15 jours, et il n'y en a pas eu sur la période estivale.
Et le nombre de personnes qui ont participé et qui participent encore au groupe, c'est 23 personnes. Donc on est sur ces chiffres-là. Les orientations, il y a une personne qui est là depuis le début et qui est venue à la suite d'un stage. Donc nous, on l'appelle comme volontaire puisqu'elle n'est pas sous contrainte d'obligation de soins. Et les autres sont dans le cadre de contrôle judiciaire. Et oui, pardon, s'ils décident en post-sententiel après l'audience, et c'est le cas, ils peuvent tout à fait s'inscrire dans la continuité. Et voilà, c'est vraiment ouvert entre public dit volontaire, contrainte en pré-sententiel, obligation de soins, et post-sententiel. D'accord. Et on a beaucoup parlé d'évaluation ce matin. Vous avez prévu, je ne sais pas, d'évaluer votre dispositif, à quel moment, comment, sur quels critères. Enfin, vous avez donné un certain nombre de choses qui sont très intéressantes là, manifestement, mais vous avez prévu cette phase-là d'évaluation? C'est pas un piège, hein, c'est juste pour savoir. Si, évidemment, et d'ailleurs, ça fera l'objet effectivement d'un travail sur le début d'année 2022, de pouvoir faire une évaluation à N+1, puisque UPL aura bientôt 1 an. À la fois les grilles et les évaluations menées qu'elles peuvent faire tout au long et qui permettent d'avoir des indicateurs précis, parce que effectivement, quand on a discuté, il peut y avoir une subjectivité en se disant ah tiens, un tel il a pas mal avancé, bougé. Et puis finalement, en reposant des critères et des indicateurs très précis, ça permet d'objectiver complètement. Donc, c'est vrai qu'elles ont là donné des éléments qualitatifs. Il y a les grilles avec les indicateurs criminaux qui permettent d'avoir vraiment aussi beaucoup d'éléments, d'une part qualitatifs, mais aussi quantitatifs, pour voir les nombres de personnes qui ont bougé. Et ensuite, voilà, quelques éléments quantitatifs, et j'en ai cité quelques-uns. Merci beaucoup. On aura un temps. Pardon. Peut-être voir aussi avec le parquet, avoir aussi une rencontre pour pouvoir, pas avec le parquet, pardon, mais avec le tribunal correctionnel, justement pour voir au niveau des audiences. Voilà, ça, ce sera la phase aussi suivante. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. On va évidemment avoir un temps d'échange avec vous. Je vous propose de l'avoir à la fin de la table ronde. Une fois qu'on aura déroulé les trois présentations, vous aurez évidemment la possibilité soit de poser des questions, soit de réagir, soit d'interagir, ou soit de témoigner d'ailleurs. Donc on va passer à l'expérience du Prado avec Armelle Denier-Oudot, qui est directrice du service socio-judiciaire du Prado. Et vous allez nous parler d'un dispositif d'éviction, là encore, avec hébergement du conjoint violent. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement ce dispositif d'éviction et d'hébergement en urgence des conjoints violents qui est né suite à la signature d'une convention interministérielle sur donc la juridiction de Bordeaux au mois de juillet 2020, fin juillet 2020. Les signataires à cette convention sont le préfet de la Gironde, la préfète de la Gironde, le procureur de la République, le directeur général de l'ARS, le directeur de l'hôpital du centre hospitalier spécialisé, l'hôpital psychiatrique Charles Perrins à Bordeaux, et les présidents des 2 associations habilitées sur le secteur, donc le Prado qui gère un service de contrôle judiciaire, un service d'aide aux victimes et un pôle logement. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, et la fondation Don Bosco qui gère le second service d'aide aux victimes habilité historiquement à Bordeaux, sur le ressort. Donc la genèse de ce dispositif, rapidement, en fait, l'idée de monter un dispositif d'hébergement est née de la rencontre de plusieurs besoins et de plusieurs volontés sur un temps assez court. En septembre 2019, nous avons accueilli une nouvelle procureure au sein de la juridiction, Madame Frédérique Portery, qui est arrivée avec une volonté assez forte de mettre en place une politique pénale des violences conjugales et de la faire à la fois sur l'axe qu'elle pouvait donner, elle, dans l'impulsion des demandes de poursuite, en réduisant de façon drastique les rappels à la loi, et donc en développant énormément à la fois les stages, alors dans le cas du rappel à la loi avec stage, donc pas de rappel à la loi sec, mais aussi énormément les déferments pour des mesures de CPPV-CJ. Mais également en prenant attache très rapidement avec les services habilités sur le ressort pour savoir ce que l'on faisait, ce que l'on proposait et ce dont on pouvait avoir besoin.
Et au cours de ces rencontres, du côté contrôle judiciaire, on a fait état du fait que historiquement, on gérait 5 places d'hébergement. Alors quand je dis historiquement, ça remonte à au moins plus de 10 ans, puisque lorsque le Prado a repris l'arrêt CJ en 2008, il y avait déjà ces 5 places d'hébergement, et qui étaient des places qui avaient pas vocation à être ciblées violence conjugale, mais qui étaient là pour être un outil d'insertion, alors soit suite à une détention, à la sortie de détention provisoire, mais aussi par rapport à des accidents qui peuvent arriver pendant la mesure de contrôle judiciaire. Et puis, sans financement, puisque c'était des financements propres de l'association, petit à petit, nous nous sommes séparés de ces places jusqu'à ce qu'il nous en reste 2, qu'on a pu faire financer en 2017 au titre du FIPD parce qu'on les avait fléchées violence conjugale. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas réellement une politique pénale très forte en termes d'éviction, ces chambres étaient peu utilisées. Donc, d'une année sur l'autre, on a eu un arrêt complet du financement. Donc, en novembre 2019, il nous en restait une qu'on gardait en se disant que peut-être, éventuellement. Donc, on a bien fait puisque Madame le procureur a vu la possibilité, puisque le Grenelle des violences arrivait à ce moment-là également, de pouvoir solliciter la préfecture, qui était elle aussi en recherche d'une solution, d'une structure qui pourrait réfléchir à cet hébergement des conjoints évincés. De la même façon, on avait fait remonter la difficulté que vous venez de présenter en termes de consultation psychologique, puisque soit des difficultés pour avoir des délais qui correspondaient au CPPV, puisque là on était sur des mesures à 4-5 mois et beaucoup de difficultés. Des difficultés pour obtenir les fameuses attestations, certains CMP refusant de les donner. Et puis également des difficultés pour avoir un fléchage avec un professionnel spécialisé dans ce type de contentieux. Et là, c'est l'hôpital Charles Perrins qui, de son côté, réfléchissait également à développer une consultation, puisqu'ils ont déjà une structure qui s'appelle ERIOS, qui est un centre de consultation, de formation et de ressources pour les auteurs de violences à caractère sexuel, et ils souhaitaient décliner cette consultation au niveau des violences conjugales. Et également les services d'aide aux victimes et les services de contrôle judiciaire qui travaillaient de façon conjointe, mais de façon informelle depuis quelques temps. Donc tout le monde s'est retrouvé début janvier 2020 à la préfecture, avec l'idée donc de conventionner pour ouvrir 6 places d'hébergement. Et puis le Covid est arrivé, donc nous avons eu un magnifique cas pratique. On a pu voir qu'est-ce que ça voulait dire beaucoup, vite, dans l'urgence, en répondant à des contraintes. Alors je ne vous parle même pas des contraintes sanitaires, mais juste le fait de venir chercher directement la personne au pied du tribunal, ce à quoi je pense personne n'avait vraiment pensé avant. Parce qu'on se disait, la personne a toujours 24 heures pour venir, etc. Ce qui fait que quand on s'est revu début juin avec une pression assez forte, puisqu'on avait 1 mois pour faire une présentation de convention, on avait déjà plein de facteurs, plein de critères qui s'ouvraient à nous de façon à être le plus cohérent possible, et surtout en partant de ce qu'on savait faire et de comment on le faisait, et de ne pas venir plaquer un dispositif et essayer de faire rentrer ce dispositif dans la chaîne pénale, alors que c'est la chaîne pénale qui pourvoit, donc c'était la chaîne pénale qui devait être l'inspiratrice, en fait, c'est par rapport à elle qu'on devait réfléchir à comment on allait mettre ça en place. Donc le dispositif aujourd'hui fonctionne de la manière suivante. Donc nous avons 6 places, c'est un lieu d'hébergement unique. Donc il y a 6 chambres et des lieux de vie commune, ce qui se trouve dans la métropole bordelaise, avec l'idée sur le financement que si on a vraiment quelqu'un qui est en ruralité, qu'on ne peut pas déraciner pour des raisons assez importantes et que le tribunal souhaite que l'on fasse cette éviction, on doit pouvoir financer une chambre d'hôtel sur le secteur où la personne habite. Et le pôle logement du Prado est venu nous prêter main forte parce que nous avons eu le souhait que la prise en charge contrôle judiciaire socio-éducatif, donc le référent socio-judiciaire ne soit pas complètement le même que le référent logement. Parce que eux, ils savent capter les logements, gérer les logements, et puis surtout prendre en charge le côté social de la recherche du logement. Parce que c'est bien de l'évincer, mais si on ne commence pas à aborder avec lui, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois? Parce que vous ne reviendrez peut-être pas à la maison.
ce qu'ils ont beaucoup de mal à intégrer. Il a fallu que les premiers reviennent du tribunal en disant j'ai pas le droit de rentrer chez moi pour qu'ils nous croient. Donc il faut qu'ils s'investissent et qu'ils reprennent à zéro comment on travaille les papiers. Parce qu'alors, voilà, c'est difficile. Et puis comment on fait les demandes d'hébergement au cas où on en aurait besoin à l'issue de l'audience. Donc, on part de la POP. Au moment de l'enquête sociale rapide, CPPVCJ, violence conjugale, on part d'une présomption d'éviction. On le faisait déjà, mais là, on le fait systématiquement. On recherche un hébergement, la possibilité d'hébergement de secours. On vérifie cette possibilité. Si elle n'existe pas, on appelle le pôle logement qui gère le lieu et on les met en préalerte. Parce que ça se passe le matin. Or, le passage JLD, c'est plutôt l'après-midi, voire le soir. Donc, on met l'équipe en préalerte. Donc, on a une équipe jusqu'à 17h qui sera prête à venir chercher la personne. On donne son nom, son numéro de téléphone, une description et quelques éléments sur sa situation. Et on indique dans l'enquête sociale rapide que si la personne fait l'objet d'une éviction et d'un contrôle judiciaire socio-éducatif auprès du Prado, elle a une chambre qui lui est réservée. On donne le numéro de téléphone du dispositif, on remet l'adresse du dispositif parce que ça peut être un lieu qui soit contradictoire avec là où la personne n'a pas le droit de se présenter. Et on indique également, à partir de 17h, le numéro d'astreinte, puisque nous avons un pôle d'astreinte de cadre au niveau de l'association. Donc, on s'est greffé sur ce pôle-là pour qu'il y ait quelqu'un de 17h à minuit qui puisse aller chercher la personne. Parce qu'on est plutôt sur des sorties de JLD à 18, 19, 20h. Donc, on a prévu ce temps. De la même façon, le week-end, c'est de midi à minuit qu'il y a quelqu'un systématiquement. Et suite au passage JLD, le greffe a simplement à passer un coup de fil à la personne d'astreinte qui viendra chercher le prévenu au pied du tribunal, qui l'accompagnera à l'hébergement. Dès le lendemain, nous avons un contact qui se fait avec le référent logement et un contact avec le service de contrôle judiciaire pour commencer la mesure. Donc la personne sera suivie par deux intervenants. S'il y a une obligation de soins, nous faisons l'orientation vers la consultation de Charles Perrins, qui donc s'est mis en place grâce à cette convention et avec qui nous avons des contacts réguliers. C'est-à-dire que la personne doit appeler, mais nous, on passe un coup de fil derrière pour vérifier que la démarche a été faite et on reste en lien avec les psychologues. Donc il y a vraiment une possibilité d'échanger sur la situation. Nous prévenons également nos collègues de l'aide aux victimes que nous sommes en suivi de cette personne, de façon à ce que, de leur côté, ceux qui ont fait les enquêtes victimes puissent savoir que nous sommes les interlocuteurs s'il y a des difficultés. Et à l'issue de l'audience, nous avons prévu un délai de 30 jours, s'il doit y avoir un placement extérieur ab initio qui est décidé, pour que le relais se fasse et que la personne ne sorte pas du dispositif d'hébergement, et que la personne reste sur le dispositif jusqu'au relais qui se fera par l'association qui gère le placement extérieur. Voilà, ce dispositif, il a hébergé jusqu'à aujourd'hui 23 personnes. Donc il a démarré réellement sous cette forme en novembre, une fois que le logement a été trouvé. On avait fonctionné en chambre d'hôtel sur le laps de temps juillet et novembre. Et voilà, donc il y a 23 personnes. Alors, il a un défaut, c'est qu'il n'est pas mixte. Du fait que ce soit un lieu unique avec ses 6 places, le dispositif ne peut pas être mixte. Et nous avons de plus en plus de femmes et parfois des situations pour lesquelles on n'a pas de possibilité d'hébergement. Donc en relais, si notre dispositif est plein ou s'il s'agit d'une femme qui est poursuivie, nous contactons le groupe SOS, puisque la plateforme éviction fonctionne toujours, et eux, ils prennent le relais, mais simplement pour quelques nuits d'hôtel, puisque c'est un financement, mais il n'y a pas d'accompagnement. Mais on a une solution à proposer au tribunal si notre dispositif est complet à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Juste au niveau du taux de remplissage, j'allais dire, c'est-à-dire que vos 6 places sont occupées quasiment en permanence. Alors voilà, quand il y a une place il y a une place qui s'est libérée hier, ça m'étonnerait que mardi, elle soit pas, ça se remplit quand même assez vite. Parce qu'il y a quand même en moyenne 280 déferments mensuels. Et aujourd'hui,
Sur le contrôle judiciaire socio-éducatif, nous avons 532 nouvelles mesures et je pense que sur ces 532, je dois avoir à peu près 450 CJ violences conjugales. Donc on a... voilà. Et puis parfois, il y a des solutions, mais la solution ne convient pas forcément aux magistrats parce que c'est juste en face du lieu où on n'a pas le droit d'aller. Voilà. Donc les perspectives sur le développement de ce dispositif, moi je suis assez attachée à une idée de... En fait, pour faciliter tout ça, c'est que la personne soit en situation de pouvoir être évincée. Donc moi j'ai appelé ça le kit éviction, mais c'est-à-dire que pendant le temps de la garde à vue, que la personne puisse récupérer au moins un portefeuille, un titre de paiement, un téléphone, et puis... alors moi, sur la convention, on avait noté ça, un vêtement approprié à la saison. Voilà, pour éviter les gens qui arrivent en chaussons, parce que c'est sûr que l'interpellation à 1h du matin, voilà, ils n'ont pas forcément la possibilité de lui faire sa valise. Mais pendant le temps de la garde à vue, c'est un temps qui pourrait être exploité pour pouvoir demander à récupérer quelques éléments et que la personne n'arrive pas au tribunal vraiment démunie avec rien, quoi. Merci beaucoup. Donc, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions ou de réagir. Donc, on va terminer sur cette table ronde avec Samir Chibou, qui est directeur de l'hébergement à l'association Espoir. Alors, vous faites partie de la fameuse expérimentation CJPP. Alors, vous l'aurez compris qu'on a des réserves évidemment sur la méthode, et voilà, mais que ça nous paraissait extrêmement important que vous puissiez nous dire comment s'est passée votre expérimentation et comment ça se passe aujourd'hui, sachant que, comme pour les autres, on est bien au stade de l'expérimentation avec des choses qui se sont développées dans la dernière année, grosso modo, pour tous vos dispositifs. Donc voilà, je vous laisse présenter le vôtre. Bien, donc Samir Chiboud, je suis directeur du pôle hébergement à l'association Espoir. Alors effectivement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention à la fois ce matin un certain nombre d'intervenants qui m'ont quelque peu surpris. Je pense à la chercheuse notamment. J'aurais beaucoup c'est dommage qu'on n'ait pas pu poser des questions et approfondir sur certains énoncés, voilà, un peu surprenants. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette expérimentation à Colmar, j'ai entendu aussi un certain nombre de réserves. Alors, simplement vous dire au départ, je vais vous parler quelques mots simplement de l'association Espoir. Je vais commencer par ça. L'association Espoir est une association d'utilité publique, 80 salariés, qui intervient dans le champ de la précarité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les établissements. On gère 8 établissements différents, dont des projets assez innovants de fermes communautaires avec voilà, bon, je rentrerai pas dans les détails. On gère aussi un service d'aide aux victimes qui a été créé en 1982, donc qui est très ancien, qui à côté de ses missions d'aide aux victimes donc réalise des ESR. Et effectivement, nous étions aussi en difficulté sur la question des ESR et des financements. Donc, il fait des ESR, des EVI, des évaluations BAR, et donc aussi, donc voilà, qui est vraiment très complet. C'est le service d'aide aux victimes en fait qui a monté le projet au départ. Donc, le service d'aide aux victimes est composé de juristes, de psychologues, d'intervenants sociaux. Ils se sont trouvés vite en difficulté sur la question de l'hébergement et de l'expertise par rapport à l'hébergement, car comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez indiqué. Accueillir des auteurs, c'est les accueillir avec un accompagnement global. Et l'accompagnement global, c'est aussi les durées de prise en charge sont en moyenne d'à peu près 4 à 5 mois. Se pose la question de la sortie et de toutes les difficultés que les personnes rencontrent. Alors, on a signé une convention en décembre 2020 avec le tribunal judiciaire de Colmar, donc le parquet, l'association Argile, qui est un XAPA, qui nous a permis de mettre en place un coupe-fil, en fait. Parce que pour obtenir des rendez-vous, que ce soit en psychiatrie ou dans le domaine de l'addiction, c'est très compliqué. Donc, on a associé comme acteur à nos côtés, et bon, on pourra échanger si vous voulez sur la question de l'alcool, puisque les personnes qui sont dans le dispositif, on a à peu près 78% de personnes qui rencontrent des difficultés liées à l'alcool. Donc, on pourra y revenir. Quoi qu'il en soit, la question de l'addiction et des soins sont très importants.
Et l'association Argile fait partie donc a signé cette convention quadripartite, était un acteur vraiment important pour nous, parce qu'avec ce coupe-fil, en fait, les auteurs qui ont une obligation de soins obtiennent un rendez-vous sous 10 jours. Et donc on a un coupe-fil qui est quand même très intéressant et qui fonctionne bien. Alors, le SPIP bien sûr est associé. Et alors une petite remarque quand même importante, c'est que alors je vais parler moi de la situation que de Colmar, hein, mais au départ, travailler avec des logiques différentes, des approches différentes, des représentations et des fonctionnements avec des pratiques professionnelles différentes, c'est pas simple. Le titre, le défi de l'accompagnement des auteurs, il est bien choisi parce que c'est un vrai défi, c'est extrêmement complexe. C'est des expertises qui se croisent, qui sont complémentaires, mais encore faut-il pouvoir faire lever un certain nombre de difficultés de cloisonnement. Ce qu'on a réussi à faire à Colmar, en toute humilité, c'est avec la vice-procureure, l'association Argile, les directeurs du SPIP, milieu fermé, milieu ouvert, et l'association Espoir, on a vraiment réussi à travailler, on a réussi à faire un travail de concertation, je pense, de qualité, parce que il s'agissait pas simplement de travailler ensemble en bonne intelligence pour réduire le risque de récidive. Il a fallu mettre à plat un certain nombre d'outils, travailler. On a co-construit les outils qu'on a mis en œuvre. Ces outils, ce sont des outils à la fois des outils liés à l'hébergement, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement. Tout a été travaillé, réfléchi, discuté, questionné par les uns et les autres. Et ce qui fait que quand par exemple, 4 CPIP ont été spécialisés dans le dispositif. C'est une volonté du SPIP de vouloir faire ça. Il y avait vraiment une implication. C'est sur la base du volontariat des SPIP. 4 CPIP ont été spécialisés, sont référents donc d'un certain nombre d'auteurs. On a embauché, nous, pour ce qui nous concerne l'association, une psychologue clinicienne formée TCC qui a travaillé auparavant dans un dispositif similaire, équivalent en présententiel, qui donc a une grande expérience des auteurs, qui a mis en place des groupes de parole, qui avait travaillé sur des groupes de parole avec le SPIP. Donc le binôme est constitué donc d'une psychologue au niveau d'Espoir et d'une éducatrice spécialisée qui était la référente justice en interne au sein de l'association, qui suivait donc tout ce qui est des bracelets électroniques, PE, parce qu'on est l'association Espoir aussi a des places en placement extérieur, et dans le cas du SIAO aussi, faisait des permanences en détention, était vraiment la référente SIAO au niveau de tout ce qui était justice et lien avec le SPIP. Donc le binôme d'Espoir, les 4 CPIP, on a eu des réunions préparatoires avant les premières admissions. Et ces réunions préparatoires nous ont permis de mettre à plat, de réfléchir à une organisation la plus optimale possible pour proposer un accompagnement, l'accompagnement le plus adapté, compte tenu des contraintes des uns et des autres, car c'est assez complexe d'accueillir un auteur. Il y a un certain nombre de problèmes de temporalité, de procédures qui font que il faut pouvoir respecter un certain nombre d'obligations et de contraintes, et les contraintes des uns sont pas toujours comprises par les autres, mais je dois dire que sur ce plan-là, quand on voit un peu les outils qui ont été travaillés, réfléchis, ajustés, le fait qu'on ait mis en place aussi un copil mensuel. Dans ce copil, on ajuste tous les mois, régulièrement, toutes les difficultés qui sont rencontrées, tant par rapport au profil des personnes admises qu'aux difficultés concrètes qui sont rencontrées par les uns et les autres. Donc moi, j'insisterai beaucoup sur ce travail préparatoire, ce travail de concertation, parce que, en fait, on propose vraiment une approche globale. Cette approche globale n'est pas... parce que moi, j'interviens dans d'autres champs que celui des violences conjugales, et je vois toutes les difficultés à pouvoir se mettre autour d'une table et travailler en bonne intelligence dans un territoire de façon synergique et constructive dans l'intérêt vraiment des missions. C'est facile à dire avec des mots, à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus complexe, et je dois dire que quand je vois un peu le travail qui a été fait depuis 9 mois, et aussi les résultats, on y viendra, c'est vraiment très prometteur. Alors,
l'association Espoir, dont j'en ai dit quelques mots, la convention a été signée en décembre 2020 et on s'est donné du temps au départ pour préparer l'arrivée des personnes et notamment l'accueil des personnes. Parce que comme vous l'avez signalé, les personnes sortent de garde à vue sur la phase bien sûr en présententiel, puisque la notion de continuité présententielle, on accueille aussi des personnes qui sont en placement extérieur ab initio et des placements extérieurs aussi. Et des personnes sont passées d'une phase en présententiel en continu en placement extérieur au sein du dispositif. Donc concrètement, nous avons au départ fait un choix. Nous avions la possibilité d'accueillir les auteurs dans... ça aurait été beaucoup plus simple pour nous. On a adossé le dispositif à un CHRS, centre d'hébergement de réinsertion sociale, pour pouvoir mutualiser les moyens. On aurait pu accueillir les auteurs dans un étage de l'établissement, avec une facilité du coup de surveillance et de contrôle, puisqu'on a des veilleurs de nuit, etc. Mais on n'a pas fait ce choix-là. En fait, on a fait le choix d'accueillir les auteurs dans 4 appartements en diffus, en cohabitation. Donc ce sont des T4. Chaque appartement dispose d'une chambre avec meublé, avec frigidaire, pour éviter les conflits de confiture et de beurre qui sont pas négligeables. Donc on a 12 places en fait, 4 appartements, 4 T4 en diffus, et en fait c'est un choix délibéré. On a voulu mettre les personnes en cohabitation. On a voulu les mettre au plus près de la réalité, de la vie quotidienne, et de les mettre en tension en quelque sorte, puisqu'il y a tout de même des contraintes. Et cette cohabitation est vraiment très intéressante, parce que j'y reviendrai, un certain nombre de choses sont ressorties par rapport à tous les enjeux d'une cohabitation entre des personnes qui peuvent être impulsifs, qui ont du mal à... On a parlé de certains profils ce matin. Il y a des personnes qui effectivement ont des profils un peu particuliers, borderline, et c'est en cohabitation, on relève beaucoup de points. Alors, la psychologue et l'éducatrice spécialisée qui forment le binôme d'équilibre mènent à la fois des entretiens individuels et des groupes de parole. Ces groupes de parole on a des thématiques un peu particulières, que ce soit des thématiques liées aux représentations, liées, et je rejoins ce qui a été dit par rapport à l'effet de groupe. Un certain nombre de personnes sont plus en retrait, plus à l'écoute, mais quand en individuel, on reprend un certain nombre de points et on voit les effets bénéfiques du groupe, effectivement. C'est vraiment très, très significatif. Alors, très, très succinctement, parce que j'aimerais plutôt échanger avec vous sur le contenu, mais ce que je peux dire, c'est que il y a 2 rapports qui sont en fait produits. Un premier rapport après 1 mois. Ce rapport est le fruit à la fois du travail du binôme et aussi des CEPIP concernés. Il y a des concertations régulières entre les CEPIP et le binôme. Une réunion, une synthèse a lieu en présence de la personne. Donc d'abord l'équipe avec les CEPIP et l'équipe se rencontrent, et ensuite l'auteur est présent pour un échange. On met en place un projet, je pourrais rentrer dans le détail sur un projet personnalisé avec un certain nombre d'axes qui sont travaillés, des objectifs. Et un deuxième rapport est produit avant audience. Celui-là est beaucoup plus complet. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner. On a accueilli 25 personnes depuis qu'on a commencé le dispositif. La durée moyenne de prise en charge est effectivement un peu plus de 4 mois. On a bien sûr principalement des CJPP, donc 19, de manière assez, pas si surprenante que ça, par rapport à l'intervention de ce matin sur les catégories socio-professionnelles des personnes. D'abord, c'est un public assez hétérogène, mais 64%, près des 2/3 des personnes ont un profil qui s'apparente à des personnes qu'on peut accueillir dans le pôle hébergement, que ce soit dans le domaine de l'urgence sociale, accueil de jour, abri de nuit, ou dans les CHRS. Voilà, donc une surreprésentation quand même de personnes qui sont en situation un peu de précarité, mais pas que.
on a des chefs d'entreprise, des personnes qui se sont retrouvées en cohabitation et qui ont dû il y a des questionnements qui se sont posés sur leur place dans le dispositif. Alors on a vraiment fait un très gros travail sur la question de l'accueil. Il y a 2 temps en fait dans l'accueil. Il y a un premier temps où les gens sont déboussolés, désorientés, sortent de garde à vue, sont fatigués. Donc on a aussi un kit effectivement qu'on a prévu. On évite de donner trop d'informations dans cette première phase parce que les gens finalement ne comprennent pas grand-chose, c'est un peu difficile. On a un deuxième temps qui est assez rapproché où on rentre dans les détails, on fait signer le contrat de séjour, on rentre dans les détails du sens du dispositif et ce qui est recherché. Dans les 3 jours, un CPIP reçoit aussi l'auteur. Donc il y a vraiment une procédure qui a été mise en place, qui est bien rodée. Les premières audiences, parce que c'était aussi, quand on parle de l'impact et de la façon dont les personnes peuvent se saisir, se mobiliser par rapport à un tel dispositif, et quel impact ça peut avoir sur leur comportement, le comportement violent. Comme vous le savez, en pré-sententiel, les personnes sont présumées innocentes, donc on ne traite pas de la question des faits à proprement parler. Toutefois, lors des audiences, de manière assez objective, on a pu observer l'évolution d'un certain nombre de personnes dans leur comportement, et par rapport aux remarques que vous faisiez sur les... Je retrouve un certain nombre de remarques dans les groupes de parole sur la conscientisation, la prise de conscience d'un certain nombre de personnes mais pas forcément de manière directe. Alors, je pourrais rentrer dans le détail sur nos grilles d'évaluation, sur le projet personnalisé, mais je préfère laisser le débat ouvert à la salle. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, comme vous l'avez dit, on va vous donner la parole, soit pour des questions sur ces 3 dispositifs, des remarques, des témoignages. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Merci. Bonjour, Stéphane Rasgala, directeur de pôle à la RSL sur l'image. J'ai une question qui s'adresse un peu à tous les intervenants. Une question qui est matinée un peu d'étonnement. À aucun moment dans la présentation de vos expérimentations, vous n'avez présenté de lien ou d'articulation avec les CPCA. Donc je voulais savoir si ceci était intégré à vos démarches ou complètement à côté. Bonne question. Alors pour Bordeaux, ça va être assez simple. C'était qu'en fait, l'hôpital Charles Perrin qui a créé la consultation avec notre dispositif, a été le porteur du 2e appel à projet en Aquitaine. Donc nous sommes intégrés dans le CPCA. En fait, voilà, le dispositif est arrivé, était un embryon, et puis voilà, ça a été Charles Perrin. Je crois que c'est avec SOS Solidarité qu'ils ont présenté l'appel à projet, et donc le dispositif. L'association et le service se retrouvent dans le CPCA. Voilà, on a glissé. Moi, j'en ai parlé un petit peu. Donc, effectivement, embryon, je vais reprendre le terme. Le CPCA, nous, on a fait partie du 2e appel à projet. Donc, c'est tout récent pour nous. Ça a démarré cette année. On a eu la réponse, je ne sais plus, c'était début juillet, je crois, de tête. Donc, on est sur des groupes de travail actuellement avec toutes les antennes. On s'appelle des antennes sur Occitanie Ouest. Et du coup, je disais que le UPL est en train de justement devenir le module de soins thérapeutiques. Et s'articule complètement au sein du CPCA, oui. Pour ce qui nous concerne, on est dans une expérimentation. On a été contacté par le CPCA qui est pas loin de Colmar. On leur a simplement dit, en toute humilité, donnez-nous un petit peu de temps pour qu'on puisse nous déjà bien organiser les choses. Par contre, on a convenu de se rencontrer et de réfléchir ensemble par rapport notamment à des éléments liés à la formation, de manière très très concrète. Et on a énormément de choses en commun, donc bien sûr, sauf que il faut un peu de temps. Autant l'expérimentation, comme ça a été rappelé, ça nécessite un tout petit peu de prise de distance et de laisser les choses se faire quand même un petit peu. Voilà. Nous voilà rassurés sur la question des CPCA.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Bruno, psychologue clinicien sur l'association Sauvegarde 56, CPCA. Nouvellement arrivé aussi, parce que du coup, moi j'ai surtout un parcours de psychologue clinicien, mais en psychiatrie. Donc du coup, je suis content déjà d'être là aussi, d'avoir assisté ce matin aussi aux exposés, mais c'est vrai que je suis assez satisfait, donc c'est pas pour critiquer ce matin, enfin, en tout cas émettre des constats, mais voilà, ça me rassure, enfin, en tout cas sur les témoignages, enfin, en tout cas vous avez parlé de genèse, enfin, voilà, comment ça s'est construit, et c'est un peu juste donner mon sentiment, et puis avoir aussi votre réflexion sur la place de la psychiatrie, parce qu'on parle beaucoup effectivement notre ministre aussi, le garde des Sceaux, parlait de, on va dire, la place du soin. C'est effectivement pour encadrer, accompagner, on va dire, les auteurs de violences conjugales. Donc moi, on va dire, à titre professionnel, j'en suis là aussi, dans un aspect aussi nouveau. Je sais que la sauvegarde 56 a un certain recul, on va dire, historique, tant dans l'accompagnement éducatif que socio-judiciaire. Donc ma question, c'est celle-ci aussi. Et donc je rejoins surtout peut-être vos appréhensions au départ. Moi, j'en suis là où, comme j'ai travaillé en CMP, on va dire plutôt en pédopsychiatrie, je m'autorise assez facilement à les interpeller pour savoir effectivement est-ce que ces personnes-là, on va dire ces professionnels-là, pourraient, on va dire, proposer des espaces thérapeutiques, parce que je pense que c'est, on va dire, une des solutions. Je ne dis pas l'unique solution, mais du coup, voilà, c'est peut-être avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'on sait l'état de la psychiatrie actuelle. On va dire que là, je parle de la psychologie clinique. Proposer des espaces thérapeutiques pour que les gens puissent, on va dire, déposer des choses très lourdes. Hein. On sait un peu la teneur un peu des actes posés. Donc voilà, c'était un peu le sens de ma question. C'est effectivement, est-ce que vous partagez ce constat-là? C'est quid de vouloir effectivement, on va dire, accompagner le mieux possible, mais avec, on va dire, une certaine réalité professionnelle. Enfin, c'est-à-dire, déjà, il faut savoir le faire. Quand je dis psychologie clinique, voilà, que ça soit dans des, on va dire, dynamiques groupales ou en suivi individuel. Voilà, j'ai une expérience, je pense, on va dire, effectivement, rendre service. Mais effectivement, je voudrais avoir aussi votre sentiment sur ces écueils-là, ces difficultés-là aussi, on va dire, en termes de contexte sociétal aussi, en fait, on va dire, en termes de moyens. Donc, votre réflexion de proposer peut-être des groupes de parole via les CPCA. Alors, c'est vrai qu'on est aussi sur cette réflexion-là à titre de l'association, mais voilà, je voulais avoir un peu votre sentiment par rapport à ça, collégialement. Bon, grosse question, hein, large. Qui veut répondre? Ouais. Alors effectivement, ça fait beaucoup de questions. Quand, comme disait voilà, Émilie Boutin, et voilà, comme vous disiez tout à l'heure, sur les territoires en Occitanie, il y a peu de choses qui sont mises en place dans la spécificité des prises en charge des auteurs de violences, quels qu'ils soient. Donc il y a des choses qui sont là, mais qui sont clairement pas suffisantes pour tout le territoire. Donc on a souhaité pouvoir proposer autre chose, en tout cas quelque chose d'accessible, de gratuit. Alors ça on l'a pas dit, mais voilà, ça va sans dire, mais ça va peut-être bien en le disant, voilà, une prise en charge gratuite et spécifique. Maintenant, concernant l'état sociétal de la psychiatrie aujourd'hui, je m'avancerai pas peut-être maintenant là tout de suite, mais effectivement, voilà, il y a des choses à mettre en place. Effectivement, c'était un embryon. On a fait les premiers groupes. Les financements ont 1 an. On a commencé le premier groupe le 1er février. Voilà, et puis on a l'envie de pouvoir développer sur du collectif, sur d'autres types de collectifs, sur du partenariat évidemment, sur d'autres types de prise en charge. Enfin, après, ce qu'il faut savoir, on reste dans l'expérimentation, donc effectivement, après, nous, on a en tête qu'il faut développer des partenariats, on pensait au CRIAS, enfin, voilà, donc toutes ces questions, on se les pose, mais on n'a pas réellement de réponse claire actuellement, puisque on reste vraiment dans cette expérimentation-là. Parce qu'en fait, l'expérimentation, elle est de fait sur les financements et sur la mise en place en Occitanie. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience n'y est pas. Je pense que c'est important de pouvoir le dire, c'est qu'il y a quand même des choses. J'ai envie d'articuler les deux parce que on a quand même des témoignages de personnes qui dorment dans leur voiture, d'un homme qui a dit moi je n'arrive plus à voir mes enfants parce que j'ai trop honte, j'arrive pas à prendre des douches tous les jours. C'est vrai que à Toulouse on a cette difficulté de l'hébergement et c'est sûr que
dans les besoins primaires, quand on a un toit sur la tête, je pense qu'on a plus d'accès. Déjà que c'est compliqué d'accéder à, je veux dire, la question de l'inconscient, de ses pulsions, de ses émotions, etc. Si en plus il y a la question de l'hébergement qui se greffe, je trouve que ça rajoute des difficultés. Donc je pense que c'est un enjeu. Les deux me semblent être des enjeux hyper importants. Je vais quand même réagir à ce que vous dites, parce que il faudrait faire une journée, un colloque sur la situation de la psychiatrie, mais plus particulièrement sur un point qui me paraît important, c'est sur la partie ambulatoire. Car concrètement, l'enjeu, il est là. Le aller vers pose quand même problème au jour d'aujourd'hui. On a réussi, nous, à négocier une convention avec la psychiatrie pour qu'il y ait une permanence d'une IDE dans l'établissement spécialisé. Et ça, c'est déjà remarquable, hein, de pouvoir arriver à ça, avec un psychiatre aussi, une permanence d'un psychiatre. Donc l'idée, c'est d'aller vers. C'est vraiment toute la difficulté de la psychiatrie, hein, qui est censée se muer, mais avec des moyens qui n'existent pas. Et la question de l'ambulatoire est vraiment très très important, parce que la rupture des soins. Alors, on parlait de la continuité avant. Je crois qu'une bonne partie des personnes pour lesquelles, lors de l'audience, il a été décidé donc interdiction de contact, de paraître, et lorsque les personnes sont vraiment dans une logique de séparation, si on n'était pas intervenu en interne, donc dans notre pôle hébergement, tout le travail qui aurait été fait, et des gens bien avancés ont bien évolué, hein. On a dû trouver des solutions, nous, en interne, notamment dans la partie hébergement d'urgence ou hébergement d'insertion. On a dû faire des montages, voilà, parce que c'est compliqué. Il y a une telle tension sur les places que cette question-là, on l'a solutionnée en interne, mais je suis pas sûr que tout le monde dispose des moyens pour pouvoir faire ces passerelles et faire que quand une personne évolue correctement, réfléchit, entre dans une logique, parce que la question de l'addiction, c'est aussi très complexe, hein, c'est pas en 4-5 mois qu'on règle les problèmes d'alcool. Quand la personne accepte l'idée vraiment d'aller vers le soin, et que du jour au lendemain, elle se retrouve à la rue, tout ce que vous avez mis en place, tout s'effondre. Donc, c'est quand même important, c'est un point important, et nous, on l'a englobé. Et on a une solution, mais je suis pas sûr que dans tous les territoires, ce soit possible. Merci pour la question et vos réponses. Alors. Donc Stéphanie Lassalle, je suis conseillère technique sur le champ post-sententiel à Citoyens et Justice. L'ARCEA a donc précisé que la nature du financement revenait finalement à la métropole de Toulouse, qui avait voulu soutenir cette politique. Qu'en est-il pour le Prado et pour Espoir ? Alors, on a bénéficié d'une dotation globale de fonctionnement. Alors, il faut savoir qu'au sein de l'association Espoir, on n'est pas une très grosse association. Sur beaucoup de nos dispositifs, en dehors de ce dispositif-là, ce sont des subventions, c'est complexe, hein. Les ESR, par exemple, Espoir gère aussi les ESR, c'est très compliqué. Sur ce dispositif, on a bénéficié d'une visibilité sur 1 an, et ça, c'est très appréciable, donc du ministère de la Justice, et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça nous a permis vraiment de travailler en bonne intelligence, correctement, sans une logique de mesure et de tarification à l'acte, on va dire. Voilà, et parce que on a des associations avec qui on a un partenaire, hein, sur le territoire, avec qui on a des échanges, mais c'est sûr que c'est vraiment la question du financement est pas anodine. Oui. Et pour le Prado, donc. Alors pour le Prado, c'est un cofinancement. Donc on a des fonds FIPD. Ensuite, tout ce qui va tourner autour de l'hébergement, sont des fonds DDCS. Et l'ARS qui est venue financer en totalité le poste de 2 psychologues à mi-temps pour couvrir la permanence. Donc le volet contrôle judiciaire socio-éducatif étant couvert par les frais de justice, on a vraiment axé tout le financement sur ce qui n'existait pas. Et donc l'hébergement, le travailleur social lié à l'hébergement, et la consultation. C'est de l'ALT ? Oui. De l'ALT. Allocation de logement temporaire. Oui. De toute façon, c'est une question qui va totalement dans la suite de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, en fait, votre prix de journée, il est à combien ? Tout simplement parce que pour l'hébergement des femmes victimes de violences, on a un prix de journée plafonné à entre 30 à 40 euros par jour, qui comprend
l'hébergement, la nourriture, etc., l'accompagnement psychologique, social, etc., etc. Donc, ma question est simple. Est-ce que votre prix de journée est à peu près de celui-là? Alors moi, je vais vous faire une réponse très simple. Je n'ai jamais calculé un prix de journée parce que une dotation globale, vous la divisez par le nombre de jours et par le nombre de personnes. Il y a le prix de la prises en charge. mesure. Après, par rapport à l'hébergement, effectivement, on a calculé par rapport au loyer du lieu de vie et le coût. On a budgétisé un coût d'éducateur spécialisé à hauteur de combien j'ai de TP, je sais plus. 0,30, 0,40 TP. Voilà, on a budgétisé ça comme ça. Mais pour en revenir à la notion de prix de journée, quand il a fallu éventuellement regarder un marché public récent, je n'arrivais pas à ce prix de journée-là sur le marché public, et même le prix de journée du marché public n'arrivait pas à la hauteur de l'exigence. Donc, voilà. Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, alors, c'est pas parce que tout doit être égal, mais parce que va y avoir bientôt des discussions sur le prix de journée en CHRS. Hein. Donc, si on peut avoir des exemples montrant que un prix de journée n'est peut-être pas pour les femmes victimes de violences à 30 €, mais qu'elle serait bien calibrée à 60 ou à 20. Oui, il faudrait faire vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait faire une proportionnalité voilà. par rapport à la mesure et au nombre de par jours où la personne est hébergée. Voilà. Parce que c'est ça qui est quand même intéressant, c'est d'essayer d'avoir, parce qu'on est obligé, là, tout ce que vous nous avez présenté est vraiment très, très intéressant. Mais ce sont des toutes petites quantités de personnes. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, voilà. Bon, et on est forcé de réfléchir quand on travaille sur une prise en charge de personnes en CHRS ou en hébergement d'urgence, enfin non, en masse. Hein. Bon, donc dès qu'on pourrait, enfin, mon idée, en fait, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est de pouvoir. Donc là, ça y est, mes collaboratrices commencent à s'inquiéter. Donc vous avez entendu, c'est que si on peut amener à avoir des financements qui iraient au-delà des 30 € dont je parlais, ou 40 € en Île-de-France, hein, bon, parce que prouvant qu'il y a une meilleure prise en charge, qu'elle est nécessaire, etc. En fait, tout ce que vous avez expliqué qui était vraiment très intéressant, moi je serais preneuse d'un chiffrage et d'un argumentaire, parce que je pense que ce qui vaut, et tout ce que vous avez dit, qui vaut pour un auteur de violence conjugale, peut valoir pour une femme qui a été victime des agissements de l'auteur. Donc voilà. Donc même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, je suis preneuse même. Après, c'est pas quand vous parlez de masse, ça fait peu de personnes, mais parce que le problème, et c'est comme ça, c'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de temps où on garde la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a que 23 personnes prises en charge, mais c'est des gens que vous allez garder 4 mois, 5 mois, et de façon imposée en plus, puisqu'on a une date d'audience et que si la personne respecte l'hébergement, il n'y a pas de raison qu'elle le quitte, et qu'il faut qu'on voilà. Et c'est vrai que je disais un peu en plaisantant. Qu'il vaut mieux être un auteur de violence conjugale qu'un homme en grande précarité. Hein. Je le dis franchement. Hein. Parce que lui, il est à peu près à 15 € le prix de journée. s'il a une place. Alors après, bon, on va pas rentrer dans ces comparatifs. C'est une plaisanterie, hein. Je sais bien. C'est pour ça que je ne là, rebondis pas. On n'est pas en forme CHRS, c'est-à-dire qu'ils ont uniquement la place. Ouais. Ils sont pas nourris. Ils sont pas. Voilà. On parle d'hébergement et pas de. Voilà. Et puis pour pouvoir sortir des coûts de prix de journée, encore faut-il qu'on se mette d'accord sur l'accompagnement, parce que enfin on peut avoir des prix de journée à. Enfin, on peut être à 10 € comme à 300 €. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est le prix de journée classique il faut... du protocole CHRS. Oui, mais bon, oui, d'accord. Il n'y a pas l'accompagnement. Hein. Enfin, voilà, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi la question de ce qui existe dans le droit commun. Et monsieur a fait allusion à la question de la psychiatrie. Il y a des choses qu'on peut activer quand même, hein, et heureusement d'ailleurs. Nous, par exemple, tout ce qui est addiction, le XAPA, interviennent dans le dispositif. Ils n'ont pas de financement. Vous voyez, voilà. Donc, pour calculer un prix de journée, il faut qu'on se mette d'accord. Tout à fait. Voilà. Exactement.
Je crois qu'il y avait une autre demande de prise de parole derrière nous. Bonjour. Je voulais plus particulièrement parler des logements éviction. Donc, il y avait en soi 2 dispositifs, les CJPP, qui ont l'air d'être beaucoup plus contraints. Donc, je voulais savoir sur quelle base vous choisissiez, en fait, ou si c'était choisi d'ailleurs, les personnes qui intégraient les logements. Comme on a pu voir au Prado, où du coup, s'il n'y avait pas de possibilité d'hébergement autre, ils intégraient le logement éviction, c'est ce qui se fait principalement. Mais est-ce que dans les CJPP, c'est vraiment une contrainte, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'intégrer ce dispositif ou pas? Alors, dans le cadre des ESR, le dispositif leur est présenté dans le cadre de l'enquête. Ils ont toujours la possibilité de refuser. Il n'y a pas de... À partir du moment où on leur présente, il faut savoir qu'un contrôle judiciaire, par définition, c'est une contrainte. À partir du moment où il y a un contrôle judiciaire. La difficulté, elle porte principalement, pour ce qui nous concerne, sur la question des obligations liées à l'ordonnance, qui pose problème, et notamment les horaires. Parce que, par exemple, dans le dispositif équilibre, les personnes qui sont dans ce dispositif, il y a des horaires contraints. C'est-à-dire que les personnes doivent être présentes à partir d'une certaine heure, de 19h jusqu'à 7h le matin. Et il faut sauf bien sûr, et ça arrive, que lorsque des gens travaillent, ont des activités professionnelles, il y a des ajustements, pas de souci. Mais sinon, il y a cette contrainte-là. Cette contrainte, elle est quand même assez forte. Alors, on a mis en place un système assez dissuasif, qui est vraiment très dissuasif. On aurait pu mettre... Vous savez, il y a 2 modalités pour vérifier la contrainte. Surveiller, c'est où vous mettez du personnel pour surveiller, ou vous mettez un système de vidéosurveillance. Voilà. On a préféré, nous, mettre en place un système plus de vidéosurveillance parce que l'idée, c'est vraiment d'être dissuasif et de travailler avec eux. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui viendront à 19h01 précisément. Vous voyez ? C'est volontaire, ce sera 19h01. Simplement pour montrer comment la règle, je suis juste à 1 minute de la règle. Ce ne sera pas 18h59, ce sera 19h01. Donc il y a des choses à travailler avec ça. C'est pas rédhibitoire, mais c'est des supports à travailler, justement le rapport à la règle, le rapport à la loi. Voilà. Mais c'est principalement la contrainte, elle porte là-dessus, pour ce qui nous concerne. Merci. Oui, vous voulez... Alors, dernière petite intervention. Oui, c'est une obligation. L'obligation est là. Oui. Dans le cas de l'ESR, la question est posée, et si on sait déjà que la personne dit je refuse, du coup, ça va être un élément d'interprétation dans la manière. Tout à fait. Dans ce cas-là, on ne part pas en CDD, on part peut-être dans une détention directement, parce que sinon, c'est un peu un niveau avant la détention. Voilà, une fois que le contrôle judiciaire a fixé l'obligation de résider dans le cadre de la PPI, c'est une obligation, mais la contrepartie de l'obligation, c'est évidemment la révocation. Tout à fait, vous avez raison de préciser ce point-là. Effectivement, les personnes, et le magistrat est souverain dans sa décision, le magistrat peut très bien décider une orientation, malgré... mais on écoute, ils sont quand même très attentifs à écouter le point de vue des personnes. Par contre, à partir du moment où ils rentrent dans le dispositif, les obligations s'imposent à eux, effectivement. Merci beaucoup pour vos témoignages, et si vous avez encore... Oui, on peut les applaudir, oui, effectivement. Et j'imagine que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à contacter par le biais de vos associations respectives. Je pense que vous vous ferez un plaisir de répondre aux différents questionnements s'il y en avait encore. Merci beaucoup à vous.